Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Ça y est, j'ai enfin vu Dune de Denis Villeneuve. Beaucoup en ont parlé, beaucoup me l'ont recommandé. J'étais un petit peu circonspect parce que j'avais entendu beaucoup de bien, mais aussi j'en avais entendu du mal. J'ai pu me faire mon propre avis, ce qui est toujours le plus important. Et je dois dire que la réputation de Seigneur des Anneaux de la science-fiction n'est absolument pas volée. C'est bien ce à quoi j'ai pensé. Plus qu'un chef-d'œuvre, je dirais que c'est une œuvre révolutionnaire, mais aussi très frustrante, et je vais vous en parler 100% spoilers, juste après le générique. Alors je ne reviendrai pas sur les développements du film, sur les autres films, parce que je n'ai pas vu les autres films ou adaptations en série de Dune, notamment la version de David Lynch, ainsi que les séries qu'il y a eu. Je ne parlerai pas non plus du casting en détail, parce que ça vous a été présenté par tout le monde et que je pense que vous vous êtes renseigné ou que vous avez vu le film. Je vous parlerai un petit peu de son développement, surtout par rapport à la suite potentielle qu'il va y avoir. Et enfin, je vais surtout faire une analyse sur les différents points que sont la musique, la photographie, le visuel, les costumes, l'interprétation et la mythologie qu'il y a derrière ce film qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. C'est un film avec tellement de plans iconiques, marquants. Denis Villeneuve à son top niveau. Denis Villeneuve est définitivement un réalisateur qui pour moi est un des plus grands réalisateurs de cette décennie qui vient de passer 2010-2020, qui s'est révélé pour moi au grand public avec Prisoners. J'ai vu tous ses films, mis à part son premier, il me semble que c'est Incendie. En dehors de ça, j'ai vu tout le reste de sa filmographie. Et j'aime chacun de ses films. Il faut savoir d'ailleurs que pour moi, Blade Runner 2049, je le considère comme encore supérieur à celui de Ridley Scott. C'est dire si j'aime le style Denis Villeneuve. Donc ici, pour moi, il atteint un niveau... c'est quelque part un fantasme devenu réalité. Une adaptation inadaptable qu'il arrive à adapter avec une telle maestria, une telle facilité déconcertante. C'est toujours impressionnant de voir comment ce film a pu être réalisé, les moyens qu'il a dû mettre, le budget qu'il a dû avoir et l'exécution sans faille à tous les niveaux. Bref, je vais vous en parler. Et donc, je vais commencer par Dune de Frank Herbert, roman de science-fiction qui sont un des piliers de la science-fiction du XXe siècle, rédigé sur 6 romans de base entre 1965 et 1985 par Frank Herbert, et qui a été repris par son fils Brian Herbert en 16 romans supplémentaires, et je crois un 17e à paraître l'année prochaine. On compare souvent Dune au Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux était là avant Dune, c'est normal, c'était là dans les années 50, Tolkien est un absolu maître en la matière, pour moi c'est le plus grand auteur de tous les temps, et je ne peux pas comparer les deux genres, science-fiction et heroic fantasy, même si là, pour le coup, Dune, c'est plutôt de la space fantasy, à la manière de Star Wars. Pourquoi je vous parle de Star Wars? Parce que Star Wars s'est imprégné, a été influencé par Dune de Frank Herbert, les romans. Mais donc, on a Le Seigneur des Anneaux, qui a été écrit, paru dans les années 50, Dune dans les années 60-70, et Star Wars qui arrive dans les années 70-80. Jusqu'à présent, Star Wars était pour moi le pendant science-fiction de Le Seigneur des Anneaux à l'heroic fantasy. Aujourd'hui, avec Dune, et malheureusement avec la déliquescence de la saga Star Wars, à ses dépens, c'est absolument pas la faute de George Lucas, mais malheureusement, le fait qu'aujourd'hui la saga Star Wars ne brille plus de mille feux comme si c'était comme le cas dans les années 70-80 et même un petit peu après avec l'univers étendu, font qu'on avait besoin d'un pilier de la science-fiction qui relève le niveau, un niveau à la fois visuel, un niveau de mythologie et un niveau d'épique rarement atteint, et Dune arrive et honnêtement me conquiert à tous les niveaux. Et je commence donc avec la musique de Hans Zimmer.
Certains ont vanté cette musique comme étant chef-d'œuvresque, d'autres comme étant un petit peu trop abrutissante pour les oreilles. Je me situe entre les deux. Oui, pour moi, Hans Zimmer a livré une très grande composition, inspirée notamment de 3 de James Horner ou encore de Junkie XL pour Wonder Woman, notamment le thème des Amazones, bien que Hans Zimmer, on reconnaisse totalement son style, mais il est vrai qu'à certains moments, j'aurais aimé que la musique d'Hans Zimmer soit un peu en retrait, notamment dans des scènes contemplatives, dans le désert, ou des scènes où on filme l'espace. Quand je parle d'espace, je parle des gigantesques étendues, que ce soit de décors intérieurs ou extérieurs. Il est vrai que j'aurais aimé que la musique d'Hans Zimmer soit un petit peu en retrait. Ceci dit, on a quand même de grandes compositions avec parfois des chœurs, des chants, des mantras, des cris. Ça fait penser vraiment à la composition qu'il avait pu avoir, notamment sur Gladiator à certains moments. Vous reconnaîtrez vraiment, je vous conseille vraiment d'écouter Gladiator, vous reconnaîtrez certaines intonations au niveau de la composition. Mais oui, Hans Zimmer a fait un très bon boulot. Passons maintenant à la photographie. Pour Blade Runner 2049, Denis Villeneuve s'était entouré de Roger Deakins, qui n'est pas là pour le film. Il s'agit de Greg Fraser. Et Greg Fraser, il a travaillé avec Catherine Bigelow sur Zero Dark Thirty, avec Gareth Edwards sur un des meilleurs Star Wars qui est Rogue One, un des meilleurs Star Wars de l'ère Disney, et il sera prochainement à l'affiche en tant que directeur photo de The Batman, dont on a pu s'extasier sur la bande-annonce au DC Fandom, et on reconnaît bien là la patte de Greg Fraser. C'est à la fois sombre, froid par moments, et chaleureux à d'autres moments. Je vais y revenir sur le visuel. Denis Villeneuve, comme à son habitude, est contemplatif. Il sait vraiment réaliser des plans iconiques sur des grandes étendues. Le gigantisme, c'est peut-être pour moi ce qui revient le plus quand on voit la filmographie de Denis Villeneuve et le gigantisme dans ce film-là. Il sait filmer comme presque personne des immenses étendues à perte de vue, que ce soit des étendues de sable, ou alors des palais intérieurs, des salles immenses. C'est vraiment impressionnant le boulot qu'il fait, et on retrouve tout ça dans le design notamment des vaisseaux qui ressemblent vraiment au design des vaisseaux de Premier Contact. Donc voilà, ce gigantisme dans le travail de Denis Villeneuve, dans son travail de réalisation, et à la fois cette manière contemplative avec de longs moments sans dialogue, j'adore ça. Ça ne plaît pas à tout le monde et c'est tout à fait normal. Et Greg Fraser, lui, se prête très bien à ce style de réalisation, sa manière de faire la photographie, la couleur, se prête vraiment au style Denis Villeneuve, avec des étendues chaudes et des décors intérieurs plus froids. J'ai énormément apprécié. Tout comme les effets spéciaux qui pour moi sont irréprochables à la manière du Shai-Hulud, c'est-à-dire le ver des sables géants, qui est tellement bien fait. Moi, il faut savoir que, vous le savez sûrement si vous me connaissez, si vous connaissez ma chaîne, je suis un fan de jeux de rôle en jeux vidéo, et les vers des sables géants, c'est un élément qui a été repris dans beaucoup de RPG, notamment les Final Fantasy, et ça c'est inspiré directement de Frank Herbert. Et bien là, j'avais vraiment l'impression de voir des monstres gigantesques à la manière de Shadow of the Colossus sur PlayStation 2 ou son remake sur PS4. J'avais vraiment l'impression de voir des monstres géants sortis tout droit d'un jeu vidéo, mais pas d'un jeu vidéo fun grand public, plutôt de jeux vidéo contemplatifs où on sent l'influence de la mythologie, de la littérature. Le ver géant est un élément indispensable du scénario et il est tellement bien réalisé au niveau de ses dents, au niveau de son design. C'est vraiment, j'ai été conquis, j'ai trouvé ça sublime. Comme je vous disais, l'ampleur à tous les niveaux, des décors intérieurs, extérieurs, des créatures, l'ampleur aussi de l'univers, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui ne se passe pas juste sur 2 ou 3 planètes, on sent que c'est un univers gigantesque avec des vaisseaux qui se déplacent de planète en planète. En cela, on est sur à la fois de la science-fiction et de la fantasy. Vous verrez pourquoi la fantasy, parce que l'aspect fantastique
religieux, mythologique est très présent. L'interprétation, elle, est irréprochable de la part de tous les acteurs. Oscar Isaac, un petit mot sur Oscar Isaac, qui pour moi livre une de ses meilleures performances, notamment dans le duo qu'il a avec Timothée Chalamet. Je vais y revenir sur Timothée Chalamet, mais Oscar Isaac, moi, m'a frappé par à la fois son charisme, la noblesse de son jeu d'acteur, la bravoure, la sobriété dans l'interprétation. Il est vrai que son apparence, avec la barbe, qu'il soit en armure ou sans armure, tout ça dégage quelque chose de grandiose au niveau du personnage. Vraiment, c'est un personnage royal dans tous les sens du terme. Et on sait peut-être, vous le savez, que Oscar Isaac a été choisi pour être le rôle titre de la prochaine adaptation, une des prochaines adaptations d'un jeu vidéo extrêmement connu, qui est un chef-d'œuvre absolu, Metal Gear Solid. Oscar Isaac jouera le rôle de Snake. Alors est-ce que ce sera Solid Snake, est-ce que ce sera Big Boss, ça on verra. Mais je n'ai plus aucun doute sur le fait qu'il nous livrera une grande interprétation, parce qu'Oscar Isaac est un grand acteur. Un mot sur Rebecca Ferguson, qui est encore une fois sublime, j'aime énormément cette actrice, c'est une beauté froide pour moi. On a des actrices comme Zendaya, qui sont des beautés plutôt chaudes dans le sens, au niveau de sa couleur de peau. Zendaya, c'est, on ressent quelque chose de chaleureux, quelque chose qui est vraiment séducteur. Chez Rebecca Ferguson, c'est plutôt quelque chose de froid, de distant et parfois de vénéneux. On a pu le voir dans d'autres films, hein, que ce soit dans l'émission Impossible ou récemment Réminiscence, que je vous encourage fortement à voir. La beauté de Rebecca Ferguson et son interprétation ont quelque chose à la fois de rassurant mais aussi d'inquiétant. C'est d'ailleurs son rôle qui est très ambigu. Je ne vous en dis pas trop non plus, même si c'est du 100% spoilers. Le fait qu'elle soit plus une sorte de prêtresse religieuse que de mère, c'est quelque part assez inquiétant dans le récit. Mais voilà, j'ai énormément aimé l'interprétation de Rebecca Ferguson. Quant à Timothée Chalamet, eh bien pour moi, c'est un interprète idéal pour Paul Atreides, le héros. Timothée Chalamet est charismatique, il est sobre, il est naturel, il n'en fait pas trop, il est juste dans son interprétation. On le prend au sérieux dès le début du film. Il a des dialogues qui sont vraiment des dialogues adultes. On ne sent absolument pas le côté jeunot, comme ça peut être parfois le cas de Tom Holland. J'en suis désolé pour les fans de Tom Holland, ça reste quand même un excellent acteur, Tom Holland, mais pas dans les Spider-Man. Mais voilà, Timothée Chalamet, on sent qu'il n'est pas là pour plaisanter. D'ailleurs, le film est très premier degré. On n'est pas du tout là pour plaisanter. D'ailleurs, il n'y a quasiment pas d'humour. Hein. Il ne me semble pas qu'il y ait de l'humour dans le film. Je ne m'en souviens pas sinon. Donc ça, c'est encore une autre chose que j'ai énormément aimé. Et la mythologie. La mythologie avec cet ordre religieux des Ben Gesserit, qui est un ordre religieux millénaire. Ils sont très flippants. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre des sorcières de Salem pour moi. On sent l'influence religieuse et assez inquiétante de ce pouvoir religieux, fantastico, paranormal sur le pouvoir en place, que ce soit la maison de l'empereur ou d'autres maisons qui sont des vassaux de l'empereur. On sent le pouvoir à la fois au sein des ordres politiques, mais aussi au sein des maisons, notamment en la personne de Rebecca Ferguson. Donc pour moi, c'est une critique de la part de Frank Herbert vis-à-vis de la religion qui est mariée à la politique depuis des milliers d'années, la religion et la politique étant main dans la main pour pouvoir s'imposer aux sociétés. Et on sent que Frank Herbert a voulu un petit peu critiquer cela, et il a très bien fait d'ailleurs, et ça ressort dans le film, même si là on est encore plus dans quelque chose qui relève de la science-fiction, puisqu'il y a des super pouvoirs entre guillemets. Je ne veux pas trop dire super pouvoirs parce que ça va faire super-héros, le film est aux antipodes du film de super-héros, mais on sent qu'ils ont des pouvoirs qui dépassent l'entendement humain, et ça va être sûrement très important pour la suite, surtout quand on connaît un petit peu les romans de Frank Herbert. Alors je ne les ai pas lus, mais j'ai lu les résumés de chacun des 6 livres de Frank Herbert, et voilà, l'ordre religieux qu'il y a une importance
vraiment très importante pour la suite. Dernière chose, l'influence, donc comme je vous le disais, non seulement de Tolkien, mais pour moi, l'influence des contes des Mille et Une Nuits, parce qu'il y a énormément d'aspects dans le film qui font orientaux, ne serait-ce que dans la prononciation de certains noms, de certaines expressions, surtout que j'ai regardé le film en version originale sous-titrée, on a vraiment l'impression que c'est une influence orientale, moyenne-orientale, et donc les contes des Mille et Une Nuits, je pense qu'ils ont une importance, en tout cas, si ce n'est dans les romans que je n'ai pas lus, au moins dans l'adaptation de Dune de Denis Villeneuve, on a vraiment cette impression de... que ce soit Simbad et la légende des sept mers, mais voilà, tous les récits qui se passent en Perse, dans le désert, tous les contes des Mille et Une Nuits, on a cette impression qui est omniprésente puisque les trois quarts du film se passent dans le désert avec des gens qui ont une apparence de bédouins, et cette apparence-là et cette influence-là avait été repris notamment par George Lucas pour la planète Tatooine et tous ses habitants. Donc tout ça fait qu'on a un film qui est multiculturel. Quand je dis multiculturel, c'est-à-dire on a plusieurs cultures dans un même univers selon les différentes planètes, avec plusieurs ordres et plusieurs classes sociales, des ordres politiques, religieux, l'économie est très présente aussi, et les classes sociales avec des gens qui se protègent entre eux, qui ont des traditions séculaires, millénaires, beaucoup de bravoure, beaucoup d'honneur. C'est un très grand film, mais je suis frustré, comme je pense beaucoup d'entre vous. Pourquoi ? Parce que j'ai vu dès le début du film marqué Dune partie 1. Et je sais que la partie 2, ça n'est pas du sûr et certain à 100%, même si, vous allez voir, on a quand même des indices qui peuvent nous rassurer, mais malheureusement, c'est pas du sûr et certain à 100%. Quand Denis Villeneuve a réalisé la première partie, il ne savait pas s'il pourrait faire la deuxième. Et pour moi, malheureusement, c'est une immense introduction, mais qui est coupée en plein milieu du récit. C'est d'ailleurs ça qui m'a frustré à la fin du film, j'avais tellement envie d'en voir plus, les 2h28 sont passées à une vitesse hallucinante, mais on n'aura peut-être jamais la suite. Alors, il y a quand même des indices, notamment le box-office en France et aux États-Unis, qui laissent penser qu'on va avoir une suite. Pour l'instant, à l'international, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire je fais la critique le 22 octobre, le film a rapporté 129 millions de dollars à l'international et 2,6 millions d'entrées en France. Denis Villeneuve se dit confiant pour la suite, notamment grâce au box-office européen et au box-office français. Le film a été énormément apprécié. J'espère vraiment qu'on va avoir une suite. Moi, j'espérais déjà que pour Blade Runner 2049, on ait une suite, parce que autant j'ai adoré le film, autant j'ai été frustré par la fin, qui était ouverte sur un troisième opus qui pour moi est indispensable pour Blade Runner 2049. Mais là, si on n'a pas la suite de Dune, je pense que la science-fiction, ça n'a pas d'avenir, parce que Dune, c'est le pilier, peut-être le plus grand film de science-fiction du 21e siècle. Si on n'a pas de suite, autant arrêter de faire des films de science-fiction, je vous le dis tout de suite. Parce que là, c'est le plus grand récit qu'on ait eu, et il y a un tel potentiel pour non seulement une suite, mais pour de très nombreuses suites. Je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas faire qu'une seule suite, mais il faudrait faire au minimum 2 suites, que ce soit une trilogie, et sans compter tout le reste. Alors, il y aurait une série, mais là encore, j'ai pas assez d'infos, il y aurait une série qui serait en développement, qui avait été prévue par Denis Villeneuve pour agrandir l'univers de Dune, mais cette fois-ci à la télévision, donc probablement sur HBO Max, puisque c'est Warner qui produit. J'espère que ça va arriver, même si les séries, c'est rarement le même budget que les films. Hein. Pour un épisode, c'est pas le même budget qu'un film. Là, on sent que ça a dû coûter au moins 200 millions de dollars. Il n'y aura pas 200 millions de dollars pour une saison d'une série Dune. Donc, il faut vraiment qu'on ait des suites au cinéma. Et quand je dis des suites, pour moi, c'est plusieurs. J'espère vraiment qu'on aura une deuxième partie qui sera peut-être plus longue encore, pourquoi pas 3 heures. Ce genre de récit, moi, vous savez, j'adore regarder Le Seigneur des Anneaux en version longue. Les films font entre 3 et 4 heures chacun, je vois pas le temps passer. Si j'ai un Seigneur des Anneaux de la science-fiction dont les films font 3 heures ou 4 heures, je n'en serai que très satisfait. Donc voilà, frustré, confiant pour la suite, conquis par cette première partie, qui pour moi déboîte tout ce qui a été fait en matière de science-fiction fantaisiste au XXIe siècle. Malheureusement,
Malheureusement pour Star Wars, qui pour moi aujourd'hui cède sa place à ce chef-d'œuvre qui est Dune de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, sur qui il faudra plus que compter, qui s'est déjà, d'ores et déjà imposé en tant qu'un des meilleurs réalisateurs de sa décennie. Et pour moi, c'est vraiment le pendant de Christopher Nolan. À quand d'ailleurs un film qui serait réalisé par Denis Villeneuve et écrit par Christopher Nolan, ou inversement? Je pense que les deux ont énormément de points en commun, ce qui fait que ce sont mes deux auteurs, réalisateurs de science-fiction préférés à l'heure actuelle. Voilà pour mon avis sur Dune. Donc sa réputation de chef-d'œuvre n'est absolument pas volée. Je peux comprendre que le film ne plaira pas à tout le monde. C'est un film très contemplatif, avec parfois des longueurs, ce que moi j'ai aimé, mais des longueurs au niveau visuel, certains plans où on va mettre 5 minutes, parfois 10 minutes, avec très peu, voire aucun dialogue. Mais c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que je recherchais. Tout le monde n'est pas sensible au style de Denis Villeneuve, je le comprends. En ce qui me concerne, je n'ai qu'une hâte, c'est de revoir le film une deuxième, une troisième fois, et d'attendre des nouvelles de la suite éventuelle. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et on se retrouve très vite pour beaucoup d'autres vidéos. Merci à tous. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager si vous avez apprécié. Ciao tout le monde!